Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Perspectives des risques 2022, lors duquel nos experts santé, sûreté ainsi que notre invité Laure Giraudet vont vous partager les 5 enjeux clés à prendre en compte et à intégrer dans votre programme de gestion des risques pour cette année. Donc, je suis Flore Tarius et je serai votre modératrice pendant la session. Et avant de débuter, pouvez-vous nous confirmer dans le chat que vous nous entendez, s'il vous plaît, correctement? Alors, merci pour vos retours. Si jamais vous rencontrez un souci technique pendant la session, vous pouvez aussi vous connecter par votre téléphone. Et également, pour vous parler de la partie logistique avant de laisser la parole à Philippe, donc la session durera 45 minutes et l'objectif, c'est que vous puissiez aussi poser toutes vos questions et nous y répondrons en fin de session. Je vous remercie et Philippe, je te laisse la main. Merci beaucoup, Flore. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 6e édition des perspectives des risques santé et sécurité présentée par International SOS. Je suis ravi de vous y retrouver. Nous avons la chance et le privilège d'avoir un invité aujourd'hui, une invitée en présence de Laure Giraudet. Laure, je vous laisse vous présenter et nous ferons de même, Xavier et moi, juste après. Merci Philippe. Donc Laure Giraudet, je suis la directrice santé-sécurité du groupe Suez et aussi la référente de gestion de crise pour le groupe. Donc à ce titre, j'ai notamment coordonné la crise Covid pour les 60 pays du groupe. Très bien, je vous remercie. Merci d'être avec nous ce jour. Xavier? Bonjour, je suis Xavier Carme, donc je suis vice-président sûreté pour la région Europe, Middle East et Africa chez International SOS et je suis ravi d'être avec vous ce matin avec Philippe et Laure. Merci beaucoup et je suis Philippe Guibert, je suis directeur médical global pour les activités de conseil santé aux entreprises pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Sans plus attendre, commençons par les résultats de cette recherche et de comprendre d'où viennent les résultats de cette publication. Nous sommes appuyés cette année sur plusieurs sources, quasiment correspondantes à celles utilisées les années précédentes. Donc, ces prédictions sont basées sur l'avis d'un comité, le Workforce Resilience Council, c'est une quarantaine de personnes experts en leur matière qui ont, à travers des entretiens approfondis, donné leur perspective, leur vue sur ces perspectives de risque telles qu'ils les voyaient en tant qu'experts à l'international, évidemment, professionnels du risque qui appartiennent à des organisations, des associations, du consulting et des organisations internationales et non gouvernementales également. Nous avons également, comme nous l'avions fait les années précédentes, organisé un sondage auprès de 1000 professionnels du risque du monde entier avec notre partenaire de recherche Ipsos Mori, comme les années précédentes. Et nous sommes appuyés également sur notre propre recherche internationale SOS, sur les informations fournies par nos équipes qui produisent les cartes de score d'impact, santé, sécurité et Covid, auxquelles vous avez eu accès et vous avez accès en permanence sur notre site internet, mais également sur les propres informations détenues, recueillies auprès de nos équipes santé et sécurité dans les 90 pays dans lesquels nous opérons à l'international pour donner une perspective et une tonalité particulière à ces indications. Alors, sans plus attendre, Xavier, sur la base de ces cartes des risques que nous connaissons très bien, est-ce que tu peux nous présenter l'évolution des critères de risque de cette carte pour cette année 2022? Merci Philippe. Oui, effectivement, nous avons fait évoluer un certain nombre d'indicateurs. Traditionnellement, les cartes que nous mettons à la disposition de nos membres fournissent une évaluation du risque médical, du risque sécuritaire et plus récemment, depuis 2020, nous avons ajouté 2 couches supplémentaires. Une couche concernant l'impact potentiel du Covid pour les voyageurs entrant dans un pays et puis l'impact pour une entreprise dont les collaborateurs ont à se déplacer sur le territoire national. Donc c'est clair que le Covid continue de faire évoluer le paysage des risques médicaux et sécurité.
Et donc, c'était normal que nous fassions évoluer nos algorithmes pour comprendre ces indicateurs de complexité Covid. Donc, ces indicateurs, en fait, ils reflètent également notre expérience opérationnelle depuis janvier 2020. Alors, nous, ce que nous recommandons à nos membres, c'est de continuer à corréler les échelles de risque médical et sûreté que nous mettons à votre disposition en permanence avec les échelles d'impact dynamique du Covid-19 qui sont effectivement remises à jour de façon régulière. On a également une donnée nouvelle qui est les risques liés à la santé, les risques santé liés au climat. Telles que la pollution de l'air, par exemple. Enfin, comme les années précédentes, une notion importante, c'est que la cote du risque médical, l'évaluation du risque médical, elle prend également en compte le risque sécuritaire. Parce que, très simplement, la qualité des soins médicaux dans un lieu n'a de sens que si l'on peut s'y déplacer en toute sécurité pour accéder aux soins de santé nécessaires. Ça, c'est vraiment une preuve que les risques médicaux et sûreté sont devenus inextricablement liés. Voilà, c'est tout ce que je pouvais partager avec vous sur ces échelles. Mais effectivement, une nouvelle couche pour effectivement prendre en compte la mesure des risques liés à la pandémie. Merci Xavier. Sur la base de ces informations, donc l'évolution de ces risques santé-sécurité tels que tu les as décrits, voyons donc quelles sont ces prévisions, ces prédictions pour l'année 2022. Donc, elles sont au nombre de 5. Vous les voyez détaillées ci-dessous et nous allons les parcourir lors de cette session. Alors, sans rentrer trop dans les détails à ce stade, évidemment, le premier impact, ou en tout cas la première prédiction, elle est liée à la crise de la Covid, avec des conséquences plutôt à moyen et à long terme. Alors que les efforts sont véritablement polarisés aujourd'hui sur la prévention, mais également sur les efforts liés au traitement ou à la vaccination, évidemment. Et aujourd'hui, l'impact de la crise Covid en termes de longévité de la maladie, voire les conséquences sur la santé émotionnelle et mentale, sont mal connues et sont probablement un des risques auxquels nos experts considèrent qu'il faut s'intéresser le plus à l'avenir, en tout cas en termes de prédiction sur l'impact de leurs activités. Le deuxième point, il est lié à l'information, en particulier ce qu'on appelle l'infodémie. C'est un mot qui a été constitué par l'Organisation mondiale de la santé, qui, comme son nom l'indique, explique bien l'information démesurée liée à la crise de Covid, et également le fait que l'audibilité de la parole des experts, l'indilution de l'information ou la distorsion des messages peuvent avoir un impact sur les comportements et les attitudes des personnes vis-à-vis de la prévention de la maladie, en tout cas de la Covid et de toutes les crises en règle générale. Et puis également, le troisième point, en ce qui nous concerne, mais qui est également un point de santé et sécurité, est lié à la gestion des risques, l'anticipation et la manière dont les organisations remodèlent cette gestion des crises, cette gestion des risques dans une perspective bien plus large. On y faisait référence juste un instant à travers ces cartes, mais en considérant qu'à terme, ceci peut avoir un avantage concurrentiel. On le verra avec vous dans un instant, Laure. Les points suivants, Xavier, peux-tu les balayer également? Je vais en mieux, Xavier. Pardon. Oui, donc ce que je disais, c'est que les entreprises peuvent être prises au dépourvu par les tensions sociales, la volatilité géopolitique sur fond de pandémie. Je citerai par exemple le rapport de l'International Crisis Group pour 2022. Alors, ce rapport dit qu'on va assister à une baisse globale des conflits et des victimes des guerres, mais d'autres considérations sont à prendre en compte. Par exemple, quand on regarde la réduction de ces conflits, malheureusement, le corollaire n'est pas une baisse de la maladie ou de la faim ou des morts. Au Yémen, par exemple, qui est un conflit qui dure, aujourd'hui, il y a plus de morts de faim et de maladies que par le conflit lui-même.
Par ailleurs, si on prend notre exemple, aujourd'hui avec les tensions en Éthiopie avec la province du Tigré qui rentre en sécession, eh bien l'insécurité alimentaire dans ce pays va causer des transferts de population très importants et malheureusement des décès par malnutrition. Donc, et finalement, quand on regarde aussi un conflit qui est plus proche de nous, la continuation des affrontements entre les États et les groupes islamiques dans la bande sahélo-saharienne chasse des millions de personnes et de leur domicile. Donc, il y a toujours cette volatilité géopolitique. On l'a encore vu ça la semaine dernière avec les émeutes et la répression au Kazakhstan. Il ne faut pas perdre de vue que ce monde reste volatile et parfois incertain. Et finalement, un dernier point, le 5e point, qui n'est pas négligeable, c'est l'impact sécuritaire des changements climatiques. Alors, il est peut-être moins facilement perceptible, mais je suis intéressé de partager une prédiction qui a été faite en 2007 par un représentant congolais lors d'un débat au Conseil de sécurité de l'ONU, et qu'il disait: ce n'est pas la première fois que les hommes se battent pour l'accès aux terres, à l'eau et aux ressources, mais cette fois le combat se fera à une échelle qui éclipse les conflits du passé. Cette prédiction de 2007, elle est encore plus vraie aujourd'hui. Et d'ailleurs, plus récemment, le président Macron s'est exprimé à nouveau devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et a indiqué que sur les 20 pays les plus touchés par les conflits dans le monde, 12 font également partie des pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Donc c'est une réalité qui va effectivement avoir des impacts évidemment sanitaires, mais également sécuritaires, comme fond de tableau dans l'évolution générale du monde en 2022. Merci Xavier, je pense que c'est un bon état des lieux de ces prédictions. Alors voilà maintenant ce qu'en pensent les collaborateurs, quelle est leur propre perception de ces enjeux par rapport aux années précédentes. Notre première conclusion de l'étude nous indique que cette perception des risques pour les collaborateurs demeure élevée en 2021. Le graphique que vous voyez devant vous indique le pourcentage de personnes interrogées qui estiment que les risques ont augmenté au cours de l'année précédente. Et en 2021, nous constatons que 67% des personnes interrogées estiment que ces risques pour la santé et pour la sécurité ont augmenté. Alors, il s'agit d'une baisse d'environ 12% par rapport à ce qu'on observait en 2020, mais peut-être était-ce lié au fait que 2020 était le plus fort de la perturbation Covid, ou en tout cas la perception qu'il en donnait. Et à droite, on a en corollaire ce que les professionnels qui soutiennent ou qui sont en charge ces différentes catégories de personnel au sein des organisations pensent en termes de perception des risques. Et on le voit, finalement, tout le monde semble à peu près aligné sur cette perception des risques, avec, en tout cas avec le résultat global, même si l'impact est un peu plus important pour les voyageurs d'affaires. Deuxième partie de la perception, pour les années à venir, on a demandé à ces mêmes personnes interrogées si elles prévoyaient une hausse ou un maintien du modèle des risques en 2022. Au niveau global, comme vous le voyez, les 2/3 des répondants s'attendent à ce que le risque augmente ou reste à peu près le même. Et en fait, on voit que si les collaborateurs, ou en tout cas les personnes qui soutiennent ces différentes catégories de personnel au sein des entreprises, perçoivent un niveau de risque accru, majoritairement pour les voyageurs d'affaires ou pour les personnels affectés à l'étranger. Il n'y a pas de différence majeure. Et ceux-ci sont des résultats qui sont publiés pour l'Europe. On a quelques différences pour l'Asie ou les Amériques, mais globalement, les résultats que nous présentons sont équivalents à ce qu'on observe à l'international. Donc, le chiffre des 2/3 est quand même le plus important à retenir. Enfin, ici, on examine les facteurs qui devraient entraîner une baisse anticipée de la performance ou de l'engagement des employés en 2022. Et évidemment, comme vous le voyez, dans le top de ces 5 catégories, l'épidémie de Covid, évidemment, entraîne et est considérée comme étant le premier facteur qui va entraîner une perte d'engagement ou de productivité de manière directe ou indirecte au sein des organisations. De manière très intéressante, pour la première fois, on voit les problématiques liées à la santé mentale et émotionnelle, apparaître à un niveau aussi élevé dans cette échelle. Et on le voit maintenant en deuxième position, ce qui n'avait jamais été le cas auparavant. Donc ensuite,
on voit apparaître les risques liés au climat. Tu en as fait référence, Xavier, catastrophes naturelles, événements météorologiques extrêmes que l'on connaît, probablement un facteur qui peut-être malheureusement est censé à prendre un peu plus d'importance dans cette échelle des risques. Et ensuite, on retrouve de manière assez traditionnelle, comme on l'observait les années précédentes, les préoccupations liées aux problèmes des transports ou menaces de sécurité ou troubles civils, probablement exacerbés par la crise de la Covid en elle-même. Alors, je me tourne vers vous, Laure, maintenant, pour comprendre, est-ce que c'est quelque chose que vous partagez également, ces enjeux, au sein du groupe Suez? Alors, avant de répondre, je vais peut-être donner quelques éléments de contexte par rapport au groupe Suez. Donc, je vous ai dit que c'était plus de 60 pays, c'est aussi 90 000 collaborateurs de par le monde. Et notre groupe fournit des services qualifiés d'essentiels à la fois pour les collectivités et les industriels. Et on a un enjeu de continuité de service, puisqu'il s'agit de fournir de l'eau potable, de traiter les eaux usées, de gérer la collecte ou le traitement des déchets. Donc du coup, depuis le début de la crise Covid, on a vraiment eu un enjeu de continuité de service et les personnels et les opérations ne se sont jamais arrêtés, quel que soit l'endroit, y compris au plus fort du premier confinement et de la première vague. Donc, à votre question, la réponse est oui et non, Philippe. Oui, déjà sur le sujet santé mentale que je partage, lors du premier Rex Covid que l'on a fait l'été dernier, nous avons identifié et décidé de renforcer les actions sur la santé mentale au sein du groupe pour mieux gérer à la fois l'incertitude et la fatigue liée à une crise Covid qui dure. Après, je dirais qu'au regard de nos métiers, on est très sensibilisé aux enjeux sécurité, sûreté même, avec des appuis spécifiques qui sont organisés dans chaque pays. Et on est aussi sensible aux risques climatiques. Et je pense que c'est un risque qui prend de l'ampleur. Alors quand je dis qu'on est sensibilisé, on est même acteur en fait de ce risque, et je le qualifierais de plusieurs natures. Il y a tous les enjeux de risques pluvieux et chez Suez, on apporte des solutions pour aider à prévoir ces événements pluvieux, les inondations, ou aussi gérer des schémas directeurs ou accompagner les villes pour faire leurs infrastructures pour mitiguer ce risque. Mais ça peut être aussi le risque cyclone. Et par exemple, aux États-Unis, cet été, on a eu dans le sud des États-Unis environ une crise par semaine du fait de cyclones à gérer. Donc, c'est assez conséquent. Et du coup, ça nous oblige à structurer et renforcer les dispositifs de crise sur ces sujets-là. Et il y a un autre thème sur lequel on pense un petit peu moins, c'est l'augmentation des températures. Et par exemple, en Hongrie, on a été confronté à déployer des nouvelles règles d'organisation du travail avec des moments de pause, à l'instar de ce qu'on faisait déjà en Espagne ou au Middle East, du fait de l'augmentation des températures sur nos usines. Et alors, si je disais non à votre question, c'est que pour moi, il y a un élément très important qui manque et qui concerne la crise cyber et les enjeux cyber. Je lisais récemment que le nombre d'attaques cyber ont quadruplé en 2020 par rapport aux années précédentes et qu'elles ont encore augmenté de 60% en 2021 par rapport à 2020. Donc pour moi, toutes les entreprises doivent renforcer leur préparation à la fois au niveau des équipes informatiques que des équipes opérationnelles. Et chez Suez, en tout cas, on a vraiment renforcé notre dispositif et multiplié les exercices de crise et les formations pour s'entraîner au mode dégradé pour pouvoir gérer une crise cyber. Donc oui et non à cette question, Philippe. Merci, j'aime ces réponses bien élaborées. Merci Laure. Xavier, justement, comment vois-tu l'interaction entre ces différentes facteurs de baisse de productivité? Est-ce que tu vois des liens entre eux ou quel est ton regard de spécialiste sur le sujet? Alors, moi, ce que je vois, c'est c'est dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a effectivement un risque social et politique qui est inédit. Je reprendrai une statistique qui a été publiée à la fin de l'année par la compagnie française d'assurance crédit, la Coface, et elle a indiqué que son indicateur de risque social et politique avait atteint un niveau jamais vu, au moins depuis
la période du printemps arabe, si vous vous souvenez, qui était une période de très grande volatilité. Et donc, on n'a jamais connu, et on le voit hein, en particulier dans les pays en développement, dans les pays émergents, on n'a jamais connu une telle dégradation de cet indicateur et avec des pressions sociales extrêmement fortes envers du changement. On l'a vu au Brésil, on le voit au Kazakhstan, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on le voit même dans des pays comme la Turquie, qui était pourtant une démocrature, eh bien on voit cette pression qui est extrêmement forte. Donc c'est un corollaire vraiment de la fermeture des frontières pendant un temps donné, et puis de la réouverture, mais avec le corollaire qui est que les pressions économiques sont très fortes, il y a une très forte poussée inflationnelle. Voilà, donc il y a un lien effectivement, et bon, le problème lié au transport, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement la reprise des voyages est compliquée et demande une méthodologie très particulière. Merci Xavier pour cette interaction. Alors justement, rentrons dans le cœur du sujet et abordons la première de ces prédictions en importance, le Covid long, la santé mentale et l'importance que les organismes portent. On a compris que les entreprises, à l'instar de Suez, j'imagine, ont fait le maximum pour informer, pour prévenir, pour tester, pour vacciner, ou en tout cas pour protéger leurs collaborateurs. Et justement, comment soutenir ces employés affectés par le Covid-19 pendant et après, se pose la question. Donc, je me tourne vers vous, Laure, pour nous éclairer et essayer de comprendre comment ces probabilités de santé relatives à la santé mentale et émotionnelle, considérées comme un deuxième risque, en tout cas un facteur de perturbation de la productivité des entreprises, comment voyez-le-vous chez Suez et quelles sont les bonnes pratiques que vous pouvez partager avec nos auditeurs? Donc, ce que je peux dire, c'est que le sujet mental est bien sûr un point de vigilance. En revanche, je ne sais pas vraiment juger le niveau de perturbation sur la productivité. Et peut-être que je le vois pas aussi fort dans mon entreprise parce qu'on a eu une approche préventive assez importante. En tout cas, ce qui est sûr et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut parler ouvertement du sujet santé mentale, alors que peut-être avant la Covid, ces enjeux par les burn-out en entreprise ou par les dépressions ou fatigue ou stress, c'était un peu des sujets qui pouvaient être tabous dans certaines entreprises quand j'en parle avec mes collègues. Alors, si je parle de certaines bonnes pratiques déployées chez Suez, alors déjà, avant la Covid, on avait déjà en place un dispositif d'écoute avec une hotline psychologique qui est accessible par des spécialistes dans chaque pays, dans la langue du pays, en toute confidentialité pour les collaborateurs. Au moment de la Covid, ce qu'on a peut-être fait, c'est les pays qui n'étaient pas couverts, mettre un dispositif en urgence. Et en tout cas, en France, en juillet l'année dernière, on a complété cette hotline par une hotline dédiée coaching pour les managers, pour les conseiller, pour gérer soit une situation conflictuelle difficile, soit une décision compliquée à passer aux équipes ou tout simplement les aider à prendre du recul. On a aussi organisé de nombreux webinaires sur les sujets gestion du stress, gestion des émotions, et d'ailleurs ce sont peut-être les webinaires qui ont eu des très forts taux de participation des collaborateurs. Et enfin, on a proposé en 12 langues un questionnaire d'évaluation de la résilience à la gestion des émotions et du stress aux collaborateurs, pour qu'ils puissent se situer et voir leurs axes de progrès. Est-ce que c'est plus la gestion propre des émotions? Est-ce que c'est plutôt les enjeux collectifs? Est-ce que c'est plutôt la projection positive du travail? Et du coup, ils pouvaient échanger sur les résultats avec les psychologues de la hotline et voir leurs propres axes de progrès. Et enfin, peut-être le point le plus costaud, c'est qu'on a développé un programme de formation ambitieux qu'on a appelé « Prendre soin de soi, prendre soin de son équipe », pour aider les managers à gérer les émotions, détecter les signaux faibles et plus largement les risques psychosociaux. Et du coup, l'objectif, c'était de leur apprendre à mieux se ressourcer eux-mêmes, se protéger soi-même, et aussi les équipes. Et on a eu un déploiement très massif, puisqu'il y a déjà 800 managers qui ont été formés, et il y a à peu près autant qui sont prévus l'année prochaine.
Et peut-être un dernier point, une dernière bonne pratique, même si je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont été déployées localement. Là, je vous parle que des bonnes pratiques qui ont été déployées identiques pour tout le monde au niveau des 90 000 collaborateurs. Le dernier point, c'est la flexibilité au travail, avec les accords de télétravail à hauteur de 2 jours par semaine pour les postes éligibles. Et je pense que c'est aussi un facteur de bien-être des collaborateurs et qui était attendu en fait avant la Covid dans les enquêtes d'engagement, qui était programmé mais qui a été accéléré. Voilà ce que je peux dire, Philippe, sur ce sujet, même si je pourrais en parler des heures. J'imagine, et non, je pense, Laure, c'est très intéressant parce que je vois un vrai parallèle avec les défis justement que les organisations considèrent les attendre pour 2022 en Europe. Et ce sujet de la formation, de l'information, de la sensibilisation, comme vous le voyez, est considéré comme extrêmement important quand on les regroupe tous ensemble. On voit que voilà, la mise en place des mesures destinées non seulement à s'assurer que les comportements, les attitudes, la compréhension des enjeux des collaborateurs soient en place, mais également de mettre en place et de s'adapter à des stratégies totalement nouvelles pour les entreprises, telles que la mise en place de programmes de dépistage, de tests, voire de participer et de soutenir la vaccination, sont des enjeux qui ont été, je dirais, novateurs en 2021 et qui persistent, tels que l'enquête le montre aujourd'hui pour 2022. Donc c'est véritablement, je pense, vous êtes complètement dans le tempo et vous avez en effet déterminé vos priorités de manière assez cohérente avec ce que ces experts nous rapportent à travers cette enquête. Alors de même, on peut avancer sur le deuxième sujet et parler de l'information. Les défis d'information sont liés à ceux du comportement et des bonnes attitudes. On comprend, à partir du moment où on est bien informé, on est sur la base factuelle, on est à même de pouvoir comprendre les mesures proposées. Et que ce soit pour se comporter sur le travail, mais également pour pouvoir se déplacer à l'international. Et c'est devenu extrêmement difficile aujourd'hui du fait de cette pléthore, on parle d'infobésité d'information. Juste à titre d'exemple, et je vous invite à le faire par vous-même, si vous demandez, vous cherchez l'occurrence du mot Covid sur votre moteur de recherche favori, dont je ne donnerai pas le nom, eh bien, on tombe à peu plus de 6 milliards de réponses possibles, simplement en tapant le mot Covid. Donc, vous imaginez qu'en multipliant les combinaisons, eh bien, on peut être perdu pour trouver la bonne information de manière la plus factuelle. Alors là, cette fois-ci, je me tourne vers Xavier pour essayer de comprendre si cet enjeu d'information fiable se transcrit également en termes d'activité auprès du pôle sûreté francophone d'International SOS à Paris, dont tu as la responsabilité. Effectivement, Philippe, l'importance de l'information et l'importance de recouper cette information et de la donner en temps réel et avec une information de qualité a un impact direct sur l'activité de notre pôle francophone qui donc est en contact avec nos grands clients, avec tous nos clients, tous nos membres français. Et en fait, le contexte est le suivant, c'est que les entreprises, pendant la première partie de la pandémie, avait suspendu les voyages donc pendant une période assez longue. Et aujourd'hui, on assiste à une reprise de ces voyages, mais des voyages d'affaires essentiels, mais dans un contexte où il est vraiment important d'apprécier et d'approuver ou non un déplacement, parfois à un niveau assez élevé de responsabilité au sein de l'entreprise. Il y a eu un travel ban dans beaucoup d'entreprises et puis finalement la décision d'approuver un déplacement était remontée jusqu'à quasiment au comité de direction, au COMEX. Et en même temps, la décision doit être une décision de qualité puisqu'en fait, les paramètres traditionnels quels sont les risques, comment je les réduis, se sont complexifiés parce qu'il faut rajouter un filtre Covid. Le filtre Covid, c'est comment la règlementation du pays dans lequel je vais me rendre évolue-t-elle? Est-ce qu'elle évolue en temps réel? Regardez ce qui s'est passé en France par rapport aux règles de comment dire d'examen Covid pour les enfants, enfin d'examen de test Covid pour les enfants en 24 heures, ça change. Eh bien, c'est la même chose pour les règles portant sur les déplacements. Et donc, pour les entreprises, ça peut être extrêmement pénalisant. Donc, il faut avoir accès
à une plateforme de mise à jour avec des gens qui sont absolument compétents sur la partie sécuritaire, mais également sur la partie réglementaire et les restrictions de voyage. Et donc, c'est ce que nous avons dû mettre en place, c'est mettre en place une continuité de collection de l'information, de traitement de cette information pour permettre aux entreprises de prendre des décisions sur l'opportunité ou non de voyager. Et à ça, on rajoute en plus le profil des voyageurs qui a effectivement un rôle à jouer, hein, selon qu'on est primo-vacciné, pas vacciné, complètement vacciné, avec des problèmes médicaux préexistants et en fonction du risque du pays. Donc effectivement, nos équipes sûreté et médicales ont paradoxalement eu beaucoup plus de travail dans une période où il y avait moins de déplacements, parce que effectivement, il faut aider l'entreprise à prendre la bonne décision d'approuver ou non un déplacement. Merci Xavier. Alors si je reviens sur le sujet de cette information, cette infodémie, Laure, je me tourne vers vous. Est-ce un enjeu pour Suez également? Ben oui, c'est un enjeu et on y veille. Si je rebondis sur ce qu'a dit Xavier, effectivement, il fallait mettre en place une veille efficace et aussi toute une nouvelle gouvernance de validation avec des personnes qui ont accès à une information valide au moment. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lors de notre enquête qui a été faite auprès des collaborateurs après la phase 1 de la Covid, ils ont exprimé leur satisfaction sur la transparence et la qualité d'information, allant même à dire dans des verbatims qu'ils avaient beaucoup plus confiance dans ce que disait l'entreprise que leur propre gouvernement. Je pense que c'est ce qui a permis une entreprise globale qui avait une vision d'ensemble et aussi un temps d'anticipation sur les sujets qui pouvaient confronter les points de vue des différents pays et des différents experts. Alors, nous, ce qu'on a essayé de faire, au-delà d'avoir des SharePoint d'informations structurées et des canaux de demande d'informations, on a déployé une bonne pratique d'ailleurs avec vous, Philippe, et cette bonne pratique concerne l'information sur les variants, la vaccination, le Covid long. Ce qu'on a fait, c'est organiser déjà 2 et vendredi, il y aura le 3e webinar pour l'ensemble des collaborateurs, pour leur fournir une information avec des experts médicaux qui ont une vision internationale et pouvoir répondre à l'ensemble de leurs questions. Et je crois que l'année dernière, ce sont les webinaires qui ont été les plus regardés au niveau de l'entreprise le jour J, et à la fois les replays qui ont fait l'objet de 25 000 vues. Donc, c'était vraiment utile. On est ravis de le savoir. Merci beaucoup. Et je pense que ça nous fait une bonne transition, en fin de compte, sur ce renforcement des responsabilités et du rôle, justement, de ces fonctions que vous représentez ici, santé, sécurité, Laure, mais également des ressources humaines. Et cette enquête montre, en tout cas, que la crise du Covid a vraiment placé ces fonctions ressources humaines, santé, sécurité, environnement, au cœur des équipes de gestion de crise. Alors, ça existait dans les entreprises les plus matures, je dirais, mais véritablement, cet momentum a été lancé avec cette crise au plus fort du pic du Covid et qui se maintient aujourd'hui. Donc, ce qui se trouve de manière assez intéressante et un point positif à retenir de cette pandémie, probablement, que les organisations, suivant cette étude, sont venues plus rapides dans la prise de décision, hein, elles le disent à 70%, et que les ressources humaines ont connu la plus grande amélioration dans la rapidité de cette prise de décision, 64%, donc quelque chose qui non seulement les a mis au cœur de la gestion de cette crise, mais également qui a propulsé cette fonction au sein des entreprises à réagir de manière encore plus rapide à ces défis tels que Xavier le mentionnait précédemment, extrêmement volatiles d'un jour à l'autre. Alors, de nouveau, Laure, ces questions pour vous. Quelles sont les nouvelles missions pour ces départements depuis la crise du Covid chez Suez, et comment vous identifiez à long terme des évolutions dans l'exercice de vos fonctions? Déjà, Philippe, je suis d'accord en fait avec le constat que la crise Covid a mis au premier plan les fonctions ressources humaines et santé-sécurité, à la fois dans les réflexions stratégiques, mais aussi dans le déploiement opérationnel des actions. Et je pense que cette crise a renforcé leurs liens avec la direction générale et avec les partenaires sociaux, et aussi les liens entre ces 2 réseaux. Et je pense qu'aujourd'hui, elles sont plus visibles, plus crédibles, elles ont renforcé leur positionnement.
Donc, au niveau des fonctions santé-sécurité, bien sûr, comme tout le monde, ils ont eu à revoir en accéléré l'analyse des risques des différents postes, risques par rapport au Covid, adapter les modes de travail, renforcer les équipements de protection individuelle, trouver des masques. Et chez nous, un des changements était d'abord sur le mode de travail, puisqu'on est une entreprise très décentralisée avec 900 collaborateurs santé-sécurité de par le monde. Et finalement, ils ont travaillé pour la première fois en étroite collaboration pour partager les bonnes pratiques, dupliquer ce qu'ont fait les autres. La Chine a beaucoup aidé les autres pays, l'Espagne a beaucoup aidé l'Amérique du Sud. Donc voilà, donc ça c'est un premier changement sur le mode de travail ensemble. Au-delà de ce changement mode de travail et participation des fonctions RH et santé-sécurité aux enjeux stratégiques, je vois deux gros autres enjeux ou évolutions futures. La première est liée au sujet santé qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, en fait, dans des entreprises un peu industrielles comme la nôtre, on va dire il y a 2-3 ans, les sujets santé devaient peser 10% de la feuille de route du réseau santé-sécurité, même si dans le titre, ils avaient les deux noms, les deux mots acculés. Et je pense que le curseur a changé. Maintenant, on doit être 60-40, y compris sur des actions qui ne sont pas Covid, hein, donc qui peuvent toucher à la fois la santé physique, les risques chimiques, les risques bruit ou la santé mentale. Et je pense que sur le sujet santé mentale, c'est un positionnement nouveau puisque chez nous, ce chantier, il est copiloté entre les RH et la fonction santé-sécurité, alors que dans beaucoup de filiales, historiquement, c'était que les RH qui le géraient et les filières santé-sécurité étaient un peu exclues de ce sujet, je pense à tort. Et donc, de ce fait, les filières santé-sécurité vont devoir rentrer plus dans les facteurs d'engagement, les facteurs de stress et les facteurs d'organisation du travail. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième autre gros changement est lié à la gestion de crise. Donc suite au Rex de l'été dernier, chez Suez, on a décidé de renforcer la gouvernance de l'entreprise sur la gestion de crise. On avait déjà le réseau santé-sécurité, le réseau RH, le réseau cyber et le réseau sûreté, mais on a décidé de créer des Crisis Process Owners qui devaient professionnaliser la gestion de crise de chaque pays, et ce pour tout type de crise, puisqu'il y a des similarités, des outils, des formations qui peuvent être identiques. Et en fait, dans ce nouveau réseau qui a été créé en octobre dernier, 50% des membres de ce réseau ont déjà la casquette santé-sécurité. D'autres sont soit des directeurs sûreté, soit des directeurs opérationnels. Et du coup, au moins ces 50%-là, ils vont élargir leur vision stratégique avec des nouveaux thèmes dans leur périmètre et découvrir, et ils l'ont découvert en accéléré tous les enjeux cyber pour faire en sorte que ce chantier ne soit pas que un chantier IT, mais un chantier métier global, en coordonnant les préparations au même titre que ce qu'ils ont fait pendant la Covid, en coordonnant des aspects assez larges. Donc voilà un peu les changements, mais j'imagine qu'en creusant un peu plus, j'en identifierai d'autres, mais c'est déjà un premier partage. Et c'est déjà très clair. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on fait référence également à un thème, nouvelle organisation dans les entreprises, également nouvelle normalité. Alors, juste un clin d'œil, en effet, à quoi ressemblera cette nouvelle normalité en termes d'organisation du travail? Eh bien, vous voyez, 77% des organisations dans le monde ont adopté une approche de travail hybride. Seuls 15% des répondants ont indiqué que leur entreprise ne travaillera qu'au bureau ou que sur site. Donc, vraiment, c'est, on dirait, l'exception. Donc, une véritable évolution sur la notion d'un travail flexible avec des enjeux, évidemment, liés à l'organisation du travail. Laure, quel modèle justement appliquez-vous au sein de Suez en termes d'organisation du travail? Effectivement, nous aussi, on déploie le travail flexible et hybride. Et le choix, ça a été 2 jours. On a signé en novembre 2020 un accord pour que l'ensemble des entités du territoire français puissent, sur la base du volontariat et bien sûr pour les postes éligibles, avoir accès à 2 jours de télétravail. Donc sur le siège, il y a près de 100% qui ont levé la main pour signer l'accord. Et du coup, le siège s'est aussi accompagné d'une nouvelle organisation avec du flex office.
Et si on regarde l'ensemble du territoire français, on a à peu près 25% des collaborateurs à date qui ont signé ce télétravail pérenne et non plus télétravail de crise. Et je pense que ce chiffre-là est amené encore à évoluer dans les mois qui viennent, puisqu'il était de 16% en mars, 25% aujourd'hui. Et je rappelle qu'une bonne partie de nos équipes ont plutôt des postes opérationnels très terrain pour lesquels le télétravail n'est pas toujours compatible avec les tâches. Donc voilà. Donc 2 jours. Philippe. 2 jours. Eh bien, écoutez, vous êtes aligné avec cette étude. Justement, cette étude fait également référence aux préférences des collaborateurs et des employés concernant leur vie professionnelle. Et on le comprend avec cette crise, eh bien, les perceptions de leurs préférences ont changé. On le voit aujourd'hui, la prédominance va pour le télétravail, donc il y a peut-être encore une marge dans le pourcentage de collaborateurs Suez qui vont signer cette nouvelle organisation. Mais également, de manière assez intéressante, on le voit, cette préférence vis-à-vis de, ou en tout cas ce souhait de reprendre une activité liée à des voyages d'affaires, quoi, en mode domestique ou à l'international, n'a pas diminué, elle est toujours bien présente, de même que l'affectation à l'étranger est toujours un élément attractif pour les collaborateurs. Xavier, je me tourne vers toi désormais, donc on voit cette analyse des tendances. Est-ce que tu peux nous en donner un peu plus, ou en tout cas la lecture sécuritaire ou d'experts sur ce sujet? Alors, sur cette série de statistiques, ce qu'on peut peut-être détecter, c'est qu'il semble rester une anxiété résiduelle à l'égard de toutes les activités qui impliquent de quitter son pays et son pays de résidence. D'ailleurs, on voit bien que le voyage, l'affectation à l'étranger et le voyage d'affaires international arrivent assez bas dans les préférences, et on peut s'attendre à ce que, évidemment, cette anxiété, cette hésitation des employés se poursuivent jusqu'en 2022, peut-être jusqu'en 2023. Même si ces voyages en dehors du pays national deviennent de plus en plus essentiels. Il faut que la reprise économique ait lieu. Et notamment pour les expatriés qui doivent évidemment rendre visite à leur famille, c'est une respiration essentielle. Et puis les déplacements doivent avoir lieu, comme on le disait tout à l'heure, pour la continuité et la survie des entreprises. Il faut que l'économie mondiale reprenne. Donc là, ce que ça sous-tend, c'est que pour réduire cette anxiété, il faut préparer. Il faut préparer les collaborateurs avec une information claire, facilement disponible, concise. Et donc, c'est de l'information et le cas échéant, quand les environnements présentent des risques spécifiques, une formation adéquate. Donc, l'importance de la formation et de l'information n'a jamais été aussi forte pour effectivement rassurer ses collaborateurs envers la reprise des déplacements. Et alors donc, justement, vis-à-vis de ces déplacements, comment analyses-tu cette activité d'un point de vue des centres d'assistance d'international SOS? Alors, il y a, donc vous voyez deux courbes, hein, en fait, une baisse sur donc ce graphe, c'est une observation de l'augmentation des voyages d'affaires de nos clients. Même si donc les voyages internationaux ont fortement baissé il y a plus d'un an. On voit la ligne bleue qui a décroché à partir de janvier et février 2020. Paradoxalement, je le disais tout à l'heure, les demandes vers nos centres d'assistance n'ont fait que croître. Là, on voit le graphe qui s'arrête en septembre 2021, mais en fait, ça remonte. Donc, la ligne rouge remonte parce qu'en fait, on a constamment des sollicitations parce que les voyageurs ont des questions, des inquiétudes, et que leurs managers ont besoin d'être sachants, d'être posés, d'être sereins pour leur donner des conseils, pour leur expliquer les restrictions de voyage, les risques Covid, et c'est très compliqué. Donc c'est très compliqué pour les paramètres que je décrivais tout à l'heure. Nos voyageurs ont tous des profils différents, les contextes sont différents. Et puis il y a toujours le risque sous-jacent en fond de tableau que la personne qui doit se déplacer à l'étranger, à un moment donné de son déplacement, va présenter des symptômes. Donc c'est beaucoup de temps de préparation,
c'est beaucoup de temps de préparation, beaucoup plus qu'avant. Et c'est pour ça que nos centres d'assistance, et c'est une très bonne chose, c'est notre métier, la prévention, sont sollicités très fortement. Donc on se retrouve à faire des briefings, enfin des présentations sûreté qui sont très fortement teintées du contexte sanitaire. Et donc c'est un travail très précis. Et notre obligation, c'est de fournir dans ce contexte des conseils fiables mis à jour très vite. Et c'est ce qui a provoqué un peu un changement, je dirais presque copernicien chez nous, c'est d'avoir une fusion de nos équipes d'information et d'analyse médicale et sûreté qui effectivement aujourd'hui fonctionnent ensemble, sûreté médicale, sanitaire, 24 heures sur 24. Très bien, je pense qu'on est tous d'accord. Alors justement, balayons ces sujets qui sont liés à cette organisation, cette préparation, cette anticipation des risques. Je me tourne vers vous, Laure, directement. Pensez-vous justement qu'un programme de gestion des risques représente un avantage concurrentiel vis-à-vis des organisations? En fait, vous prêchez une convaincue, Philippe. Je pense que déjà, on le voit dans nos enquêtes régulières des collaborateurs et dans des métiers exigeants comme le nôtre, c'est déjà un avantage concurrentiel par rapport à nos clients qui sont exigeants dans le domaine et qui cherchent des partenaires qui sont performants dans le domaine de la santé-sécurité ou de la maîtrise des risques industriels. Et d'ailleurs, la rigueur Covid que l'on a eue a été clé pour maintenir une continuité de service parfaite partout dans le monde. Mais c'est aussi un avantage en termes d'attractivité du personnel. Et les opérateurs de Suez, je pense, ont bien conscience que, par exemple, en santé-sécurité, l'accidentologie, notamment dans le domaine des déchets, est beaucoup plus faible chez Suez que chez des concurrents qui peuvent avoir 3 à 4 fois plus d'accidents dans le domaine déchets. Alors, en termes de politique de soins, plutôt le volet santé, on a une politique de soins qui couvre l'ensemble du territoire. Et qui est négocié au cas par cas dans les différents pays. Et je pense que c'est un des premiers sujets qu'on regarde quand on gagne des contrats et qu'on s'installe dans un nouveau pays. Et ça peut être aussi un facteur de différenciation au niveau des embauches locales. Et d'ailleurs, pour accompagner les voyageurs ou les expatriés, on est partenaire avec le dispositif ISOS qui permet de gérer tout type de situation ou de rapatriement. Et ça a été un vrai plus pendant la Covid, puisqu'en fait, je ne l'ai pas dit en introduction, mais pendant la crise Covid, et y compris au démarrage et les grands confinements, on a fait partie des entreprises qui ont décidé de maintenir tous les expatriés dans leur pays de travail, alors que certains auraient pu souhaiter revenir en France, ça les aurait rassurés avec leur famille. Et du coup, la contrepartie ou la garantie, c'était de leur prouver qu'on était bien capable de gérer toute situation de crise et de rapatriement, et on a travaillé des plans A, des plans B avec vous dans les différents pays. Donc, je pense que c'est un vrai plus pour nos clients et pour nos collaborateurs. Bien retenu comme leçon, Laure, merci beaucoup. Écoutez, passons donc à l'avant-dernier sujet sur les risques sécuritaires. Un point pour toi, Xavier. En est-il des risques sécuritaires? Sont-ils plus ou moins omniprésents qu'avant l'irruption de la crise Covid, en quelques mots? Non, ils ne sont pas plus présents, mais ils sont présents. Donc, criminalité, tension sociale, terrorisme et autres problèmes géopolitiques n'ont pas disparu. Donc, et il y a des tensions, je l'ai dit tout à l'heure, liées aux différents confinements, aux mesures de restriction de déplacement, au déploiement ou non de vaccins qui ont alimenté ces tensions. Et on a vu tous les facteurs géopolitiques, le réchauffement climatique, je passe là-dessus. Ce qui est important de noter dans ce contexte, c'est que les entreprises donc doivent une information extrêmement précise à leurs collaborateurs, on l'a déjà dit, mais surtout également s'adapter aux changements réglementaires. Et j'attire peut-être l'attention de nos participants sur l'émergence de nouvelles normes, en tout cas de guidance, de standards comme l'ISO 3130 qui arrive à point nommé, puis en pleine crise,
puisque c'est typiquement le type de méthode de gouvernance de la gestion du voyage à l'international sous les angles santé-sûreté, qui va permettre aux entreprises d'avoir un comparatif par rapport à un standard idéal. Et c'est une norme, l'ISO 3130, qui prend en compte les aspects liés à une pandémie. Donc c'est intéressant de se pencher là-dessus. C'est un bon exercice que de vérifier qu'on est toujours en accord par rapport à l'état de l'art dans ce domaine. Très bien, merci Xavier. Et abordons donc le dernier de ces thèmes, hein, le changement climatique. En effet, donc, effet durable sur l'environnement, mais également sur la santé des collaborateurs, la santé des opérations. On l'a compris, on le voit dans les pays, vous y faisiez référence, Laure, tout à l'heure, à travers les exemples de la réorganisation du travail que vous y étiez obligé de mettre en œuvre, du fait des contraintes climatiques. On le sait, la pollution atmosphérique, les événements climatiques extrêmes, le lien entre la chaleur, la productivité et la vigilance, et donc la sûreté et la sécurité du lieu de travail sont tous fortement liés. Donc, il est certain que ceci aura des conséquences à terme. Il est peut-être déjà temps de s'en préoccuper de manière proactive. Xavier, l'impact également sur la sécurité et les voyages, est-ce que tu vois de la part des organisations une volonté d'intégrer justement ce sujet ou la RSE dans les déplacements, les activités ou dans la politique voyage auquel tu faisais référence tout à l'heure? Pardon. Oui, le sujet de la RSE, il est pas nouveau. Il était déjà entamé par les entreprises. L'idée d'avoir des indicateurs de performance dans ce domaine existait déjà. J'en parlais tout à l'heure, l'ISO 3130. L'ISO 3130, il est intéressant aussi parce qu'il stipule l'importance d'enregistrer, de noter la manière dont l'entreprise réalise ses objectifs en matière de sûreté des collaborateurs. Donc oui, effectivement, la RSE devient un sujet important, comme par exemple déterminer l'empreinte CO2 des déplacements d'une entreprise. Il y a un certain nombre d'entreprises qui rentrent ça dans leur tableau de surveillance des objectifs RSE. Très bien, merci. Pour terminer, petite synthèse sur la base des résultats de l'étude, que font les entreprises, les organisations pour permettre ce retour à la normale, une certaine normalité. Alors, si on, de manière très schématique, et vous voudrez bien nous en excuser, séparons les enjeux plus sanitaires des enjeux plus sécuritaires, mais on le voit que ce soit pour les sujets liés au télétravail, le retour sur le lieu de travail, sur site, à l'international, mais également en déplacement, qu'ils soient domestiques ou internationaux, et bien on le voit, les services de soutien émotionnel, vous y faisiez référence, Laure, tout à l'heure, à travers ceux que vous aviez déployés et ceux que vous avez complétés pour soutenir vos employés lors de la crise du Covid, eh bien, font partie de l'ensemble de la panoplie, que ce soit justement précédé de l'enjeu de déstigmatiser ou de démystifier ces problèmes de santé mentale, la mise en place de formations, les managers, l'organisation du travail. Tout ceci fait partie intégrante de ce retour à la normale, tel qu'on le voit, et l'accès à l'information également. Alors Xavier, plus d'un point de vue sécurité, comment lis-tu cette retour des organisations à la normale? Alors, d'abord une extension bien prise en compte par les entreprises de leur responsabilité de communiquer avec l'ensemble des collaborateurs. Il y a quelques années, on communiquait surtout avec les expatriés, les voyageurs. Aujourd'hui, et le fait que les gens travaillent à distance, ça a entraîné le fait qu'il faut communiquer avec l'ensemble des collaborateurs et en particulier lors d'événements critiques. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ressent dans l'ensemble des entreprises, la volonté d'avoir des outils qui leur permettent de communiquer très vite au sujet d'un incident et de faire prendre en compte par les collaborateurs le risque et la manière de réduire ce risque. Deuxième chose assez importante, l'importance de localiser les collaborateurs lors d'événements critiques. Beaucoup d'entreprises nous font part du fait qu'ils ont des collaborateurs qui
qui se retrouvent loin de leur lieu de résidence parce qu'ils ont décidé de partir en voyage auprès de leur famille à l'étranger éventuellement, et se retrouvent dans des situations de travail à l'étranger, et c'est compliqué. Donc il est important pour ces entreprises d'avoir des moyens de localiser ses collaborateurs et de les informer sur effectivement les changements des paramètres sûreté. Très bien. Eh bien, écoutez, nous ne pourrions pas terminer cette session sans vous rappeler que nous sommes là pour vous accompagner où vous soyez domestique à l'international à travers nos outils digitaux. Alors, très rapidement, la carte des risques qui vous avait été présentée en introduction de cette session, eh bien, évidemment, elle vous permet de suivre en instantané le niveau de risque tel que nous percevons, santé, sécurité, mais également Covid, l'impact Covid, également l'accidentologie sur les routes, qui est un facteur important de sécurité à l'international. Tout ceci est accessible à travers ces cartes qui vous permettent d'avoir cette visibilité et cette vision la plus granulaire possible du niveau de risque par pays. L'autre outil, Manager View, peut-être peux-tu en dire quelques mots également? Oui, Manager View, c'est une évolution de nos solutions digitales pour en fait séparer ce dont un manager a besoin de ce dont un collaborateur a besoin. À savoir donner au manager la possibilité d'anticiper les risques, mais également de gérer les incidents, voire les crises, avec une plateforme digitale qui va permettre la fusion de différents outils, de l'outil de suivi des voyageurs en passant par les alertes, savoir quels sont les cas d'assistance médicaux et sûreté qui ont été ouverts au profit de vos collaborateurs, et évidemment avoir accès aux indicateurs Covid entrant ou au sein d'un pays. Tout ça, donc avoir une solution digitale qui leur permet d'avoir un environnement et adapté notamment au travail à distance, permettant d'avoir l'ensemble des solutions à portée de main. C'est très clair. Ceci nous amène à la fin de cette session. Il nous reste quelques petites minutes pour une interaction avec vous. Pour commencer, peut-être la première question, peut-être la seule. Laure, je me permettrai de vous la poser pour connaître, justement, sur la base de ces prédictions, quelles sont vos priorités pour 2022 pour continuer à gérer la crise comme vous l'avez fait dès lors? Donc la première priorité, ça va être la préparation cyber. On a beaucoup progressé l'année dernière, mais il reste encore des pays et du coup des nouveaux exercices à screener et avancer sur une bonne qualité des plans de continuité cyber et des modes dégradés. Sur la Covid, bien sûr, on va rester flexible et continuer de respecter les mesures barrières, s'adapter à chaque évolution. Mais je dirais qu'il nous reste 2 ou 3 pays où le taux de vaccination n'est pas encore complet ou très fort sur nos collaborateurs, notamment le Sénégal et l'Égypte, où j'aimerais qu'on arrive à bouger les lignes et se préparer à des éventuels passes sanitaires en entreprise. On l'a vécu déjà en Italie, dans certains endroits aux États-Unis, c'est en discussion potentiellement en France, donc s'y préparer parce que ça nécessite après une logistique spécifique. Bien sûr, poursuivre le programme de santé mentale. On avait parlé de 800 personnes formées l'année dernière. On vise de faire aussi bien cette année et puis d'avoir des dispositifs complémentaires pour arriver à identifier les éventuelles poches dans l'organisation où il y a un stress un petit peu plus élevé ou des actions spécifiques à mener. Et puis en vous écoutant, rester vigilant sur toute la menace sécuritaire et politique, puisqu'on sait qu'on est dans une période fragile cette année. Donc ça va être le plan d'action courant, mais savoir s'adapter et anticiper ces sujets-là. Sans savoir à l'avance qu'est-ce qui va se passer, mais en tout cas y rester vigilant. Voilà ce que je pourrais dire. Merci, Laure, vous avez un bel agenda pour 2022, en effet. Et justement, peut-être la toute dernière question pour toi, Xavier. À l'instar des mesures organisées par Suez, que conseiller justement aux entreprises qui n'ont peut-être pas encore ce niveau de maturité, de complexité dans leur propre organisation de gestion des risques? Alors, très simplement, lisez la norme ISO. Lisez la norme ISO 3130, elle s'achète en ligne. Je ne suis pas du tout payé par la norme ISO, mais c'est un très bon document qui a été rédigé par des professionnels pour des professionnels. Et vous allez voir, et à partir de là, peut-être faire votre propre analyse, votre écart type entre un modèle idéal et là où vous êtes, et puis entamer ce voyage. Et nous sommes à votre disposition pour vous aider à progresser dans votre degré de maturité dans la gestion des risques santé-sûreté à l'international.
C'était parfait. Écoutez, il ne me reste qu'à vous remercier de votre participation. Un grand merci à vous, Laure, pour votre interaction, votre préparation également. Tout ceci était très clair et je pense que très illustré et très intéressant pour tous. Je vous remercie également d'avoir participé à cette présentation de la perspective des risques. Quand on regarde les perspectives des risques des années précédentes, finalement, on n'était pas très très loin de la vérité de ce qui est survenu. Donc, espérons que sur une note positive, ces éléments nous permettront de construire notre résilience pour faire en sorte que cette année qui vient soit vécue du mieux possible par nos collaborateurs et par nos organisations. Je vous remercie infiniment au nom de Laure Giraudet et de Xavier Carne. Nous vous remercions au nom d'International SOS et nous vous souhaitons une très bonne année 2022. Merci. Merci.